Bonsoir à tous, je suis en train de lire le programme de Bouge la France ce soir, c'est très complet, on va parler de la carte famille nombreuse SNCF qui a été supprimée avec Jean-Louis Gombaud dans un instant, de l'hôpital public, ça c'est la grande question du jour, ce sera notre grand débat d'ailleurs, l'hôpital public est-il en danger après le rapport Larcher, on aura différents spécialistes tout à l'heure à mes côtés, et puis Dominique Lelulu qui fait son grand retour, elle va nous parler des scientifiques américains qui craignent pour leur avenir, en ce moment, eh bien là-bas on craint vraiment un déclin de l'empire américain scientifique bien sûr. Je reçois ensuite Gonzague Saint-Brie qui va nous parler de l'Académie française qui a accueilli Jean-Loup Dabadi, nouvel immortel aujourd'hui en ses rangs. Est-ce que c'est une dimension plus moderne que l'Assemblée des sages se donne? On verra ça avec lui. Et puis ensuite un livre, je reçois une psychanalyste, Marie-Laure Susini. C'est assez gonflé son livre, ça s'appelle L'éloge de la corruption. Vous avez compris qu'on va parler d'une évolution là aussi, peut-être aussi dans la politique d'ailleurs. Et puis dernier coup de fil, on va parler du Monde. Là, c'est Christine Chambaud qui est journaliste SNJ au Monde. Une grève a été déclenchée ce soir, une autre est programmée pour le quotidien dès lundi prochain. On essaiera de voir pourquoi, parce que c'est la première. Tout de suite le journal avec Saveria Rojek que je salue. Bonsoir Saveria. Bonsoir. Le gouvernement ouvre un nouveau chantier, la réforme de l'hôpital. Gérard Larcher a remis son rapport à Nicolas Sarkozy. Principale mesure, des regroupements d'établissements qui pourraient conduire à des fermetures de services. Le sénateur propose également de limiter le recours aux urgences. Flora Sauvage. Premier volet du rapport Larcher sur l'hôpital, l'élaboration d'un nouveau paysage hospitalier. Il existe en France plus de 1000 hôpitaux publics, un record en Europe. L'idée de Gérard Larcher est de travailler sur la notion de territoire de santé. Avec la création de communautés hospitalières, le sénateur UMP préconise de regrouper sur un secteur un grand hôpital de pointe et des petits hôpitaux qui se spécialiseront. Le but étant de mutualiser les forces et d'éviter les doublons. Deuxième volet, la gouvernance de l'hôpital, avec le renforcement des responsabilités des directeurs d'établissement. Troisième volet, le rapprochement avec le privé. Les cliniques seront incitées à assurer des missions de service public, comme l'accueil des patients les plus démunis. Aujourd'hui, l'hôpital public doit faire face à la concurrence accrue des cliniques privées. La majorité se divise sur la carte famille nombreuse. Le président UMP de l'Assemblée, Bernard Accoyer, affirme que ces réductions ne sauraient être remises en cause. Pour le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, la carte va certainement disparaître, mais les réductions seront maintenues. Nouvelle journée de manifestation contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Entre 20 et 30 000 personnes ont défilé à Paris. Dans le 11e arrondissement, des élèves qui bloquaient l'entrée d'un lycée ont été délogés par la police. Et au Sénat, le ministre de l'Éducation, Xavier Darcos, a déclaré que la réforme n'était pas quantitative, mais qualitative. On fait tous front contre les suppressions de postes, aussi surtout contre les économies faites sur notre éducation. Je pense que les professeurs, comme les lycéens, comme les parents d'élèves, comme les étudiants, on est tous là pour la même chose, on est là pour défendre l'éducation nationale qui est précieuse. Depuis janvier, syndicats et patronats négocient pour trouver de nouveaux modes de dialogue social. Hier soir, les partenaires sociaux ont élaboré une position commune sur la représentativité des syndicats. Les explications d'Anne Lambard. Quel que soit le rendez-vous, la négociation, ils sont toujours là. On les appelle le Club des 5, CFTC, CGT, CFDT, FO et CFE-CGC. Eux seuls sont habilités à signer un accord. Depuis 1966, ces organisations sont considérées comme représentatives. La liste n'a pas changé. Seulement, dans les cortèges, d'autres noms sont apparus, comme Sud et l'UNSA. Alors syndicats et patronats proposent de modifier les règles. Serait représentatif tout syndicat qui obtiendrait 10% aux élections professionnelles dans les entreprises ou 8% dans les branches. La fin du cauchemar pour l'UNSA, car dans les entreprises, certains de ces militants ont beau avoir plus d'adhérents que d'autres syndicats. Pour négocier avec la direction, il fallait toujours prouver la représentativité de l'UNSA devant un juge. Seulement, cet élargissement du Club des 5 n'est pas du goût de Force ouvrière. Je ne pense pas que les salariés aient intérêt à avoir une multiplication non plus des organisations syndicales, quelles que soient les sigles. Pourquoi? Parce que ça doit dire que c'est un éparpillement à un moment donné. Jusqu'à aujourd'hui, pour faire passer une réforme, il était aussi commode et habituel de signer avec seulement 3 syndicats minoritaires. Un petit jeu qui devrait prendre fin. Bientôt, les accords sociaux devront être approuvés par des syndicats représentant au moins 30% des salariés concernés. Une nouveauté qui pourrait bien changer la pratique du dialogue social français.
Première perquisition au siège du MEDEF dans l'affaire de l'UIMM. La brigade financière enquête sur des retraits suspects des caisses de l'Union de la métallurgie au lendemain de la mise en examen de son ancien président, Daniel Devavrin. La stratégie de l'Élysée pour isoler François Bayrou. Dans une note publiée par le journal Le Monde ce soir, le conseiller de Nicolas Sarkozy, Dominique Paillet, pense qu'un tiers des sénateurs centristes seraient prêts à rejoindre le nouveau centre. Hier, Michel Mercier, le président du groupe centriste au Sénat, a participé au tout nouveau comité de liaison de la majorité. Nicolas Béard. La majorité veut se renforcer au centre. Le comité de liaison mis en place par le chef de l'État doit consolider les liens entre l'UMP et ses alliés historiques, avec au premier rang le nouveau centre d'Hervé Morin. Nous voulons faire en sorte, à travers ce comité de liaison, qu'il puisse y avoir un débat en amont et qu'au lieu d'être dans la réaction, nous puissions être dans la construction et dans une construction qui nous permette de prendre les choses en amont. Aujourd'hui, le président de la République nous propose un comité de liaison qui respectera l'autonomie de chacun. Dans ces conditions, nous disons oui. Un rapprochement qui pourrait être utile à l'UMP dans la perspective des européennes de 2009 et des régionales de 2010. L'opportunité n'a pas échappé à certains parlementaires du centre. Beaucoup prennent leur distance avec François Bayrou. Michel Mercier, président du groupe centriste au Sénat, a déjà participé à la première réunion du comité de liaison. Une participation qui présage de prochains ralliements. Je pense que les sénateurs de l'Union centriste, certains d'entre eux vont nous rejoindre, certains nous ont déjà rejoints, et le mouvement va se poursuivre, assurément. Selon une note publiée par Le Monde, un tiers des 30 sénateurs UDF seraient prêts à rejoindre le nouveau centre. D'après Hervé Morin, ces adhésions interviendront avant le congrès fondateur des 16 et 17 mai. C'est une première. Un sénateur en grève de la faim, Jean-Pierre Plancade, proteste contre les conditions dans lesquelles il a été écarté par la Fédération socialiste de Haute-Garonne des prochaines sénatoriales. Il s'est installé devant le bureau de Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste au Sénat. Aujourd'hui, il faut que chaque candidat soit sur la ligne de départ et ait les mêmes chances, et les militants doivent trancher parmi ces candidats ce qu'ils aux critères qui sont les leurs. C'est cette revendication démocratique et d'égalité que j'exprime dans cet acte, parce que on ne peut pas aujourd'hui, au Parti socialiste en particulier, dire qu'on fait une commission de la rénovation. Et on rénove, et si la rénovation c'est protéger les uns et exclure les autres, moi de cette rénovation je n'en veux pas. Et Jean-Pierre Plancade a obtenu un rendez-vous avec François Hollande qu'il verra en début de semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Pierre Sled et Jean-Louis Gombaud. Un tollé pour une économie somme toute modeste, 70 millions d'euros. Le projet de suppression de la carte famille nombreuse de la SNCF a suscité une colère des familles et un nouveau cafouillage au sein de l'UMP. On ne sait plus si la carte de réduction sera supprimée ou simplement modifiée. Borloo, Bussereau, Morano, chacun son credo. Heureusement, pour y voir clair, il y a Jean-Louis Gombaud. Très grande forme, Laurent Guest, ce soir. Bonsoir Jean-Louis. Donc, nouveau cafouillage dans la communication aussi, dans la communication gouvernementale. On a déjà eu plusieurs occasions de se le dire, mais là, c'est vrai que la fin de la carte famille nombreuse, la façon dont elle a été présentée, même pas annoncée d'ailleurs, on sait déjà qu'elle a obligé Dominique Bussereau, le ministre des Transports, à faire un premier communiqué de rectification ou d'éclaircissement. C'est vrai qu'on pouvait pas faire beaucoup plus mal, hein. Oui, on a l'impression qu'on a une communication qui ne prend pas en compte qui n'est pas sur le qui-vive. Or, quand vous êtes dans une politique de réforme permanente, votre communication doit toujours être en état d'alerte. Or, qu'est-ce qui se passe dans ce cas précis? Le vendredi dernier, Monsieur Woerth présente un document de 176 pages sur la réforme des politiques publiques. Et au bas d'une page, sur la politique des transports, il est écrit qu'on va supprimer cette subvention de l'État aux cartes familles nombreuses de la SNCF. Il y a 3 millions de personnes qui sont concernées par cette affaire. Brusquement, on voit ça, et ça explose. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien maîtrisé du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, même pas, en faisant cette proposition, dire, mais on a une alternative. Donc depuis lundi, il y a l'idée, oui, mais on va vous faire une alternative. Donc, bref, c'est une communication un peu cafouilleuse parce qu'elle n'est pas en permanence en état d'alerte. Oui, c'est vrai que en général, on essaye de dire par quoi on va remplacer d'abord avant de dire c'est la fin de telle ou telle chose. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir
Finalement, qu'est-ce qu'on gagne en arrêtant cette carte famille nombreuse? Est-ce qu'on n'est pas en train de racler les fonds de tiroir un petit peu partout? Oui, parce que quand vous avez une bronca, par exemple, sur les franchises médicales, vous aviez 800 millions d'euros sur la table. Donc, quelque part, bon, vous payez une bronca, mais enfin, bon, il y a 800 millions quand même à la clé. Là, dans cette histoire, vous avez 70 millions d'euros sur la table. Donc c'est une somme parfaitement dérisoire. Mais je pense que derrière cette réflexion sur le financement public du transport ferroviaire pour les familles nombreuses, il y a, je crois, un débat de fond. C'est-à-dire, et qui tient à toute la politique dite familiale, est-ce que l'État doit financer le transport ferroviaire des familles, de toutes les familles, notamment au prétexte qu'elles sont nombreuses. Et il y a quelque chose qui me paraît assez intéressant, c'est que depuis quelques années, toutes les familles, qu'elles soient françaises, allemandes, britanniques, peuvent bénéficier de cette carte famille nombreuse. Et même par exemple, des gens qui travaillent en France, qui ont leurs enfants établis dans leur pays d'origine, peuvent bénéficier pour aller les voir d'une carte famille nombreuse. Autrement dit, avec le temps, l'idée que cette carte sert à la natalité française, à encourager à faire les enfants, n'a plus exactement cette formulation. Et c'est pourquoi l'État se demande, est-ce que je dois financer toutes les familles, et est-ce que je dois financer même les familles étrangères? Et derrière ça, vous avez toute la réflexion sur les allocations familiales. Est-ce que l'État doit donner des allocations familiales à tous les revenus? Là, il y a un débat. Donc derrière ces 70 millions d'euros, vous avez un débat qui est beaucoup plus considérable, qui tient à la politique familiale de la France. Alors, un petit peu tardivement, la SNCF annonce une alternative. On aimerait bien savoir un petit peu plus. Du moins, elle annonce qu'elle va en trouver une. Oui. Et l'État dit... sur le point de trouver une solution de remplacement. Exactement. Et l'État, et le gouvernement dit, la SNCF vous prépare une alternative. Alors, quelle pourrait être cette alternative? Le problème, c'est, regardons ce qui se passe dans l'électricité ou le téléphone. Il y a des tarifs, mais alors ça n'a rien à voir avec la famille, il y a des tarifs spécifiques, des tarifs qu'on appelle sociaux, qui permettent à des gens particulièrement modestes d'avoir accès à l'électricité pour un prix nettement inférieur aux autres, ou également au téléphone, voire même aussi pour la poste. Donc on va peut-être s'orienter. Si je comprends bien, on paierait pas pour forcément les familles nombreuses, voilà, mais pour les plus défavorisés. Exactement, on n'irait plus ça. Et donc on voit bien là déjà se dessiner une autre type de politique familiale où en fin de compte il s'agit non pas d'alimenter la machine à fabriquer des bébés, mais d'alimenter plutôt la machine qui fait reculer la pauvreté. C'est un peu différent. Merci beaucoup Jean-Louis. On va maintenant parler d'un autre domaine qui a fait l'actualité aujourd'hui, c'est l'hôpital. Le sénateur Gérard Larcher a remis ses propositions pour l'hôpital public. Il souhaite le rendre plus efficace et moins coûteux, avec des regroupements là où c'est possible. L'hôpital public est-il en danger? C'est le grand débat de Bouge la France avec notre partenaire, lefigaro.fr. Sur le plateau de Pierre Sled, dans un instant, Claude Pigemont, spécialiste de la santé au Parti Socialiste, Michel Antony, du comité de défense des hôpitaux de proximité, Jean-Loup Durousset, le président de la Fédération des hôpitaux privés, et Xavier Delesquen, un haut fonctionnaire qui n'est pas tendre avec la fonction publique. Mais tout de suite, on écoute Gérard Larcher, qui était l'invité de Michel Grossior à 18h tout à l'heure sur Public Sénat. L'efficacité médico-économique, c'est pas un gros mot. Quand chaque année, quels que soient les gouvernements depuis la réforme de 91, il y a eu les gouvernements socialistes et communistes de la majorité d'aujourd'hui. Quand on met 2 fois plus dans l'ONDAM annuel, vous savez, cet indice d'accroissement des dépenses, que l'accroissement de la richesse du pays, on fait un choix politique, un choix que j'approuve. En même temps, on a le devoir d'être efficace, car sinon, le jour où on ne pourra plus financer tout cela, il y aura une médecine à 2 vitesses. Il n'y aura pas de problème pour les riches. Il y aura des problèmes pour les aînés, pour les gens les plus modestes. Et ça, c'est le système dont je ne veux pas, dont je ne veux à aucun prix. Et j'allais dire qu'il doit transcender l'ensemble des clivages politiques dans ce pays, parce que la santé, la mutualisation et l'assurance maladie, ce sont des vrais acquis républicains.
Bonsoir à tous les quatre. On va entre autres répondre aussi à la question qui a été posée aux internautes sur le Figaro.fr. Vous l'avez devant vous, l'hôpital public est-il en danger? C'est la première question d'ailleurs que je vais vous poser parce que honnêtement, il y a eu que des oui sur Internet, mais pas pour les mêmes raisons. On a parlé beaucoup des fonctionnaires, notamment du rôle des fonctionnaires, comment restructurer notre service public à l'hôpital. Et donc, on peut pas ne pas vous poser cette question-là. Pour commencer, je commence avec vous, Claude Pigemont. Oui, bien sûr que l'hôpital public est en danger. Je crois qu'il y a une crise d'identité. Quelles sont les missions de l'hôpital public? Une crise financière, près d'1 milliard de déficit début 2008. Donc l'hôpital public est en danger. Donc il faut une réforme. La réforme est nécessaire. Maintenant, on va discuter ce soir si les propositions de Larcher répondent à ce besoin de réforme. Mais l'hôpital public, effectivement, est en crise. Ses personnels ne sont pas contents. Il y a des problèmes de conditions de travail, des problèmes d'attractivité, que ce soit pour les personnels médicaux et non médicaux. Donc c'est vrai qu'il y a une forte demande de transformation de l'hôpital, de modernisation de l'hôpital, mais dans le cadre de la solidarité nationale et de l'égalité d'accès aux soins. Michel Antony? Oui, l'hôpital public est en danger, pour reprendre ce que vient de dire M. Larcher. La santé à deux vitesses, elle existe déjà. Dire qu'on fait tout pour l'éviter, c'est bien. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les plus pauvres d'entre nous ont plus de difficultés à accès aux soins. Quand en plus, ils ont la malchance d'habiter dans des zones excentrées ou enclavées, eh bien, la réalité, c'est la suppression des services et des sites hospitaliers de proximité. Et donc, ils ont le cumul de l'éloignement et celui de la pauvreté. Et on est en train de créer une santé à deux vitesses de plus en plus dramatique. Oui. Xavier de Lesquen, est-ce que justement ces soins à deux vitesses, est-ce qu'ils s'expriment aussi par la différence entre le public et le privé? Non, moi je pense que l'hôpital est sûrement en grande difficulté, comme les services publics sont en grande difficulté en France. Et je pense que la principale difficulté aujourd'hui les services publics sont de s'adapter à un monde moderne, dans lequel notamment les questions d'organisation, de gestion des personnels n'ont plus rien à voir avec les conditions dans lesquelles le statut, vous savez, qui date de la Libération, a été conçu. Donc aujourd'hui, je pense que l'hôpital, comme les services publics, se crée une grande part de leurs propres difficultés et qu'on ne pourra pas réformer ces services sans revoir de fond en comble la façon dont notamment les personnels sont gérés. Et pour réformer le public, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe dans le privé également. Ah, je pense pas, surtout à l'hôpital, oui. Puisqu'on a la chance d'avoir un système. Dans les propositions de Larcher, il y a aussi tout ça. Oui, moi je crois que l'hôpital n'est pas en danger, l'hôpital est en rénovation. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où l'hôpital public doit se rénover comme l'ont fait l'hôpital privé. Il y a déjà 15 ans que les cliniques privées se sont rénovées, restructurées, ont souffert de la restructuration, c'est jamais facile, mais aujourd'hui c'est une étape qui a été franchie et comme j'ai l'habitude de le dire, je pense que l'hôpital public sera plus beau demain qu'aujourd'hui. Alors, on va maintenant détailler les différentes propositions, en commençant par la mesure annoncée comme phare, c'est de restructurer et de regrouper les hôpitaux pour mutualiser les moyens. On a été enquêté à Saint-Germain-en-Laye, c'est un endroit où depuis 12 ans, on tente justement de rejoindre deux hôpitaux sans succès avec Pierre Joseph. Au départ, il s'agissait de mutualiser les moyens, d'offrir aux 650 000 habitants de Saint-Germain-en-Laye et de Poissy dans les Yvelines un plateau technique moderne. 11 ans après la décision de fusion des hôpitaux des deux communes, les résultats ne sont pas à la hauteur des économies espérées. Il y avait beaucoup de doublons, c'est une des causes du déficit, un gâchis, un gaspillage humain et donc une nécessaire réorganisation des activités entre les sites. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné puisque aujourd'hui l'hôpital est avec un déficit fin 2007, un déficit de 28 millions d'euros, une somme très importante. Car ici, la fusion n'a jamais été totalement effective. Changement de projets successifs, attachement des élus à leurs hôpitaux, pression des électeurs. Les deux sites ont continué de fonctionner simultanément. Les 500 millions d'euros promis pour la construction d'un nouvel ensemble hospitalier ne rassurent pas le personnel. Des soignants qui craignent d'être les seuls à assurer la permanence des soins. Moi, je crois que les cliniques, elles peuvent pas venir d'elles-mêmes dans ce créneau. Et la preuve, c'est que nous, on a essayé quand même de développer ça, et que les seuls arbitres, c'est les financeurs qui pourraient imposer des contraintes à type de déconventionnement, voire des remboursements. 2013 ou peut-être 2014, la date d'ouverture du nouvel hôpital n'est pas encore totalement fixée. Le lieu, lui, devrait être officialisé courant mai. Ce qui est sûr, c'est que dès l'année prochaine, une clinique privée financée en partie par des fonds publics ouvrira à la place de l'hôpital de Saint-Germain. Bon, alors ça marche pas à Saint-Germain-en-Laye et à Poissy visiblement. Est-ce que dans l'absolu, vous pensez qu'il y a quand même du bon dans cette
mesure? Alors moi je dirais que ce rapport Larcher, c'est Janus aux deux visages. C'est-à-dire qu'on peut l'interpréter de manière très différente. Si on prend l'idée des regroupements, les communautés hospitalières de territoire, ça peut être une bonne chose si on regroupe effectivement l'offre hospitalière en politique de réseau avec une complémentarité des hôpitaux publics-privés. Par contre, si c'est pour faire un hôpital de référence qui va siphonner, qui va vider les hôpitaux généraux et locaux de toute leur substance, et donc du coup, dans une vision hospitalo-centriste, du coup on sera dans une logique complètement différente où on va désertifier effectivement les territoires et il y aura un seul hôpital de référence. Donc le problème par rapport au rapport Larcher, est-ce que c'est un vrai regroupement bien compris, bien discuté, démocratiquement choisi, en équilibrant l'offre entre tous les types d'offres, ou est-ce qu'effectivement c'est l'idée d'avoir un hôpital qui va siphonner tout le reste de l'offre hospitalière? C'est ça l'enjeu, et je dirais que le rapport Larcher ne tranche pas là-dessus. C'est pour ça que nous serons vigilants par rapport à ce problème-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a trop d'établissements sanitaires sur l'ensemble du territoire et qu'on peut donc les réduire. La question qui pourrait être posée, c'est pourrions-nous concentrer pour redéconcentrer derrière? Sans doute que l'hôpital a à réfléchir sur les moyens de sa proximité. Sans doute est-il plus difficile de mettre à disposition de chaque citoyen un service de bloc opératoire ou de maternité dans chaque ville. En revanche, mettre des consultations de proximité, faire en sorte que la chirurgie ambulatoire soit accessible pour chacun d'entre nous, ça c'est vraiment le challenge pour demain. Souvent c'est des questions d'entente aussi, on l'a vu à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que justement il y a une volonté aussi d'aller vers ça? À la coordination, nous, on est pour les réseaux. C'est-à-dire pour une complémentarité entre sites hospitaliers, quelle que soit leur dimension. Donc on pense qu'aujourd'hui, effectivement, cette complémentarité elle est indispensable. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit faite de la démocratie, la clarté, et puis surtout savoir sur quoi on va, et qu'est-ce qu'on se partage, et de quelle manière on le fait. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur ma gauche, la plupart des regroupements hospitaliers sont non pas des fusions, mais des absorptions par un site central de sites secondaires. Quand on fait un site secondaire, il faut bien se rendre compte ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on diminue un hôpital de proximité de services qui sont essentiels à toute la population. Je pense à la chirurgie, je pense à la maternité, je pense à la cardiologie, qui sont souvent les trois services les plus touchés. À partir de là, on tire un fil. L'hôpital de proximité, quand on supprime sa maternité, il a sa chirurgie qui part. La chirurgie, elle va fragiliser les urgences et la réanimation. Les soins de suite, donc, seront importants, mais il n'y aura plus que cela. Conséquence, les médecins vont plus être très attirés par des sites qui sont pas très attractifs. C'est pas une caricature que je fais, c'est la réalité. On voit bien qu'on a du mal à recruter aujourd'hui dans la mesure où on manque justement de médecins et de spécialistes. Et ce problème-là, cette désertification sur un local, elle se répercute sur toute la région. Parce que qu'est-ce que font les médecins libéraux? Ils s'aperçoivent que l'ossature sur laquelle ils s'appuyaient auparavant, qui était importante, qui est assumée par le service public, disparaît. Ils ont des gardes supplémentaires, ils ont sur leurs épaules des charges supplémentaires, ils viennent plus. Ils sont plus remplacés et on accentue une désertification. Alors il y a effectivement des soins à deux niveaux parce qu'il y a des régions aujourd'hui qui sont complètement en déshérence. Donc la recherche d'efficacité, c'est un mirage? Non, c'est pas un mirage. Je pense qu'elle est faisable. Je pense que dans une saine démocratie, mais où sont les usagers? Où sont-ils représentés dans ces structures? La coordination, nous, on a été demandeur pour aller aux EGOS, pour aller au rapport Larcher et autres. On n'a jamais eu de réponse. On représente 145 villes. On parle de nous uniquement quand les gens sont en souffrance. Si vous regardez Clamecy, si vous regardez Carhaix, si vous regardez Belay, si vous regardez Lézignan-Corbière qui perd leur animation, si vous voyez Morzine qui est en difficulté, Arcachon qui a des difficultés, on est sans arrêt assailli de gens qui s'imaginent aujourd'hui, à juste titre, parce qu'ils le vivent, que tout ce qu'on met en réforme, et le rapport Larcher est une énième réforme de la santé dans le même sens, c'est toujours une vision hyper jacobine de la santé. Alors, cela dit, la syndication, la mutualisation des moyens, c'est un concept qui est assez à la mode. On entend parler dans d'autres domaines. La télévision, pour ne pas en parler, c'était hier, c'était préconisation de Jean-François Copé sur l'idée non plus d'avoir des 4 chaînes publiques, mais une seule entité. Est-ce que ça peut être une clé générale au problème des services publics? Moi, je crois qu'on s'intéresse beaucoup à ces questions de structure en France, parce que finalement, ce sont des questions qui sont assez faciles à traiter. On fait du mécano, on réorganise et on ne traite pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est comment fonctionne chacun des éléments du puzzle. Par exemple, à l'hôpital, l'une des grandes difficultés de l'hôpital, et l'une des difficultés qui est d'ailleurs qu'on retrouve le plus lorsque l'on parle des difficultés de l'hôpital, c'est les difficultés du personnel. Le personnel ne s'y retrouve pas dans ces organisations ultra hiérarchisées.
ultra complexe. Je ne sais pas combien de nombre de corps de fonctionnaires cohabitent dans l'hôpital. Alors, enfin, il me semble que c'est au moins au-dessus de 25, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que un directeur d'établissement, qui est une autorité extrêmement complexe à mettre en œuvre, qui dépend d'un conseil d'administration, qui lui-même est une autorité à peu près incompréhensible pour toute personne qui n'est pas un grand spécialiste de l'hôpital, lui-même a normalement sous son autorité du personnel qui relève de 24 corps différents. Chacun des corps a ses règles de fonctionnement. Chacun de ces corps a sa propre hiérarchie. Chacun des corps a ses propres prérogatives. Et chacun des corps, lorsqu'une difficulté survient, les difficultés généralement réglées non pas dans l'hôpital, ou même on n'essaie même pas de tenter de la régler dans l'hôpital. La difficulté remonte directement à une instance nationale qui va prendre des décisions généralement assez peu compréhensibles des acteurs locaux. Voilà. Le problème essentiel, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, on a des organisations qui ne fonctionnent pas parce que on ne donne pas aux gens qui sont au cœur. Voilà, c'est une des questions, c'est ce que j'allais dire. L'Archer pose le problème du pilotage. Il a raison. Qui peut être le patron? Voilà, il a raison. Il y a un vrai problème de pilotage, de transparence. Donc, il fait une proposition, effectivement, en disant un exécutif fort avec un directeur, avec un directoire, avec le directeur et un conseil de surveillance. L'idée est pas mauvaise en soi, à partir du moment, effectivement, on associe tous les acteurs de l'hôpital. Mais si c'est pour faire du directeur un manager d'un hôpital entreprise qui vendrait effectivement un produit comme un autre. Est-ce qu'il doit gérer un hôpital comme on gère une boîte? Non, un malade n'est pas un produit comme un autre. Voilà la différence. On est dans un service public. C'est des malades qu'on traite. Hein. C'est pas des petits pois, c'est pas des boîtes de lessive. Oui, mais il y a aussi des déficits et il faut les combler. Donc il faut qu'il soit à la fois efficace, qu'il gère bien l'hôpital, mais en sachant effectivement que le produit entre guillemets c'est le malade. Donc on est effectivement dans un service public avec de la chair humaine. Donc c'est là effectivement le risque effectivement de donner trop de pouvoir au directeur comme manager, c'est qu'on soit dans une logique d'entreprise. L'hôpital-entreprise. L'hôpital doit être bien géré, doit être efficace, mais c'est un service public avant tout. Jean-Luc Rousset. Oui, moi j'entends ça, c'est vrai que c'est un service public. Je crois que la qualité de l'hôpital, c'est de répondre à 3 questions pour nos concitoyens. C'est la qualité des soins, l'efficience économique, c'est-à-dire l'équilibre budgétaire. On nous confie des deniers qui sont des deniers publics, et qu'on soit de statut public ou de statut privé, on doit équilibrer nos comptes. C'est un vrai devoir. La 3e chose, c'est la justice sociale. Et qu'on soit de statut public ou de statut privé, peu importe le statut, on doit répondre à ces 3 critères. Et c'est pas un argument de dire il y a des malades et c'est pas une entreprise. C'est une entreprise de santé qui gère des deniers publics et à partir de là on doit trouver l'équilibre. Entreprise de santé. Voilà, c'est une entreprise de santé avec des spécificités et on doit trouver l'équilibre de ces 3 actions. C'est pour ça que le rapport Larcher nous convient puisqu'il met en avant l'hôpital sans définir de son statut, public ou privé, et il dit que l'un ou l'autre aura un jour des missions de service public à remplir. Mais puisqu'on parlait des mutualisations des moyens, le patron de l'hôpital, ça veut devenir un super patron de plusieurs entités. Alors, le problème de l'hôpital public, enfin moi je me permets de le dire là, c'est qu'il est énorme, il est trop gros. Dans la plupart des cas, je parle pas des établissements de proximité, mais dans la plupart des cas, il est énorme. C'est très difficile. Il y a des petits hôpitaux, il y a des hôpitaux généraux. Vous parlez des CHU, je crois que vous avez une vision CHU parisienne. J'entends pas que les CHU, même des établissements de petite taille, quand on rapporte leur activité à la taille, quand on parle de productivité hospitalière, je crois que de temps en temps, Gérard Larcher a évoqué le mot de rapport. Oui, mais l'hôpital fait peut-être des choses en plus que la clinique privée aussi. C'est mal géré, il y a trop de monde, il y a trop de fonctionnaires. Je sais pas si c'est mal géré, mais par rapport aux établissements. Quand on prend un établissement chirurgical, qu'il soit de statut, et je prends les CHU parce que c'est les plus importants. Si on prend les établissements de proximité, c'est encore pire. Aujourd'hui, on traite sur un lit de chirurgie 31 malades dans un CHU par an. Dans une clinique privée, on en traite 71. 71 malades sont traités. Qui fait la formation, qui font les urgences? Alors, le problème après des missions... Qui prend en charge la précarité? Est-ce que c'est l'hôpital ou les cliniques privées? Justement, le problème après des missions qui sont confiées. Voilà. Moi, ça ne me choque pas de dire... vont être changées, notamment les urgences. Je pense que cette idée est très bonne, effectivement, d'élargir les missions de service public aux cliniques privées. Donc, elles auront d'autres charges. Oui, mais alors, la question pour les urgences, c'est vraiment un problème chronique des hôpitaux. Tout le monde y va. Il y a toujours trop de monde, on en attend énormément. Et d'intégrer dans le système le privé, c'est vrai que ça serait une bonne idée. Privés en font, il faut être objectif. Les établissements font déjà les urgences. 250 étaient candidats. Mais vous pouvez faire mieux. Mais chaque fois qu'on avait une candidature publique ou une candidature privée, par habitude, on donnait plutôt l'autorisation au secteur public qu'au secteur privé. Mais les candidatures des secteurs privés sont nombreuses. Simplement, ce qu'on dit sur la formation, c'est même un devoir national que les cliniques participent à la formation des jeunes médecins. Ce qu'on constate, c'est que dans tous les secteurs d'activité, tout le monde participe à la formation des jeunes ingénieurs, des jeunes commerciaux, des jeunes scientifiques. Pour autant, c'est pas parce que les industriels demandent à accueillir les gens qui font les ingénieurs qu'ils demandent des subsides supplémentaires à l'État.
Il dit, je participe à la formation des ingénieurs dans mon domaine. La formation médicale, elle est très lourde. Vous savez très bien qu'elle est très lourde. On forme pour eux sur 10 années. Elle est lourde parce qu'elle n'est pas partagée. Elle est lourde pour l'hôpital public parce qu'elle n'est pas partagée et qu'elle est mal conçue au sein de l'hôpital. On forme dans les cliniques privées, mais il faudra évaluer aussi. Mais on est tout à fait d'accord. Il faudra que vous acceptiez d'être évalué sur la formation. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, pour les 3 domaines que j'ai dit, qualité des soins, efficience économique et justice sociale, il faut évaluer les hôpitaux publics et les hôpitaux privés sur ces 3 objectifs. Je suis persuadé que les hôpitaux publics ont autant de défaillances que les cliniques privées et les cliniques privées ont autant à s'améliorer que les hôpitaux publics. Tout à fait. Des deux côtés, tout à fait. Moi, je voudrais mettre la justice sociale au premier, parce que les aspects de technicité ou de sécurité, en fait, on les a assurés pendant des années. On semble dire aujourd'hui que pendant 50 ans, la santé française a été une cause de mortalité ou de difficultés inouïes. C'est quand même pas vrai. Il y a des problèmes aujourd'hui qui sont liés à la démographie médicale, qui sont liés aux problèmes budgétaires. Bon, mais là, on est tous d'accord. Il y a des endroits où ça se passe pas bien. Tout le monde le reconnaît. Les hôpitaux de proximité ne demandent pas à tout faire non plus. Mais ce qui est inquiétant dans ce que j'appelle, avec les membres de notre coordination, l'idéologie dominante en matière de santé, c'est une vision assez jacobine des choses qui va autour d'un hôpital central qui va phagocyter les meilleurs services, parce qu'il faut parler comme ça, de meilleurs services et donc en attractivité, et qui va laisser à des hôpitaux de proximité des activités qui sont moindres ou moins importantes. Ce qui nous révolte, c'est de faire des hôpitaux de proximité ou des hôpitaux locaux, comme on trouve dans le jargon du rapport, des centres de gériatrie. Comme si le problème de la vieillesse, c'est un problème d'hôpital de proximité. C'est un problème qui doit être partagé par tout le monde. Il devrait y avoir un service de gériatrie dans le CHU comme il y en a dans les hôpitaux. Et en plus, c'est pire. Si vous creusez un peu sur la réforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre des personnes âgées dans des ghettos où il y aura quasiment plus d'autres services offerts. Il y aura plus de chirurgie ni de cardiologie alors qu'ils en sont les premiers utilisateurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hôpitaux de proximité vont engranger des masses de transferts au moment où il y a le Grenelle de l'environnement, au moment où on se bat pour les dépenses énergétiques et notamment en matière de transport. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, les personnes âgées, on va les amener vers les centres où ils auront des grands besoins, on va les ramener ensuite dans leur lieu d'hébergement. Ceux qui sont dans la région où il y a le centre qui est devenu un centre de gériatrie, eh bien, eux, comme ils n'ont pas les services sur place, ils vont aller vers les grands centres. On a un petit bobo. Est-ce qu'on est obligé de faire 150 km pour aller le soigner? C'est pas vrai. Or, à chaque fois qu'on nous parle des hôpitaux de proximité, le rapport Larcher fait pas le point là-dessus, et c'est pourtant ce que Madame Bachelot et d'autres disent aujourd'hui au niveau du ministère. C'est comme si la chirurgie nécessitait que des grands centres hyper équipés. C'est pas vrai. 90% de la chirurgie dans les hôpitaux français, c'est de la petite chirurgie. Et c'est pas péjoratif de dire ça. Xavier de Lesquen, vous avez vécu 2 ans en Nouvelle-Zélande. Vous êtes revenu avec ce livre État de choc, un pays sans fonctionnaires, parce que c'est vrai que la Nouvelle-Zélande est un pays, on va dire, ultralibéral. Comment est organisé en Nouvelle-Zélande le système de soins? Alors, on a évoqué la formation des médecins et des personnels hospitaliers qui est diligentée par le service public. Comment ça se passe là-bas? Alors très différent. Alors je sais pas d'abord, je tiens à le signaler, je suis pas un grand spécialiste des systèmes de soins, c'est de santé en Nouvelle-Zélande, mais disons qu'il y a une certaine logique qui est la logique qui a été installée dans les années 80 en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a fait sa révolution de la fonction publique dans les années 80. Un peu contraint par des circonstances économiques, institutionnelles extrêmement difficiles, et ils ont fait une révolution en 3 ans. Voilà. Alors, une révolution qui a consisté d'abord à réformer profondément la façon d'organiser l'État et la façon de le faire fonctionner. Et dans ce pays sans fonctionnaires, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'emplois publics. Au contraire, il y en a à peu près autant qu'en France. Un peu moins, parce que la France est quand même assez forte en emplois publics. Mais bon, en Nouvelle-Zélande, il y a à peu près autant d'emplois publics qu'en France. Simplement, ils ne sont pas occupés par des gens qui ont un statut qui les place à part sur le marché du travail, qui leur donne une sorte de consistance particulière. Ils sont à vie, il n'y a pas de CDI là-bas. À vie ou pas à vie. Enfin, disons que cette frontière absolument étanche qu'on a construite en France entre les emplois qui relèvent du domaine public et les emplois qui relèvent du domaine privé a été littéralement cassée. Ils sont privés alors, là-bas? Non, c'est pas que tout est privé, c'est que tout est au même niveau. Alors appelez le privé au public, mais ce sont les mêmes types de contrats. Et donc moi, je travaille dans une école. Je travaille dans une école. Je vais pouvoir, quel que soit mon passé, me préparer à travailler dans une école, avoir les certifications. Je travaille dans un hôpital. Une infirmière, par exemple, quel statut d'une infirmière? Il y a une formation pour être infirmière, et dès lors qu'on a la qualification pour occuper un poste et avoir un métier, à ce moment-là, on arrive sur le marché du travail, et ce sont chacun des établissements, donc les hôpitaux, qui ont une autonomie totale de gestion. C'est elles qui font leur recrutement.
Donc, ils ont poussé très loin cette notion d'autonomie, alors que ce soit à l'hôpital, mais que ce soit également dans les écoles. L'exemple des écoles et aussi un autre exemple que je développe beaucoup dans le livre. Le mot autonomie peut être utilisé dans tous les sens. Dans le rapport Larcher, on a aussi, par rapport à la gestion générale et la direction des hôpitaux, on retrouve un petit peu les mêmes choses que dans ce qu'on veut faire pour les universités. C'est vrai, c'est l'ambiguïté, puisqu'il dit qu'on va faire coexister les statuts publics et à côté des contrats de droit privé. Là aussi, il faut voir qu'est-ce que ça va donner. Nous, on est très attachés au statut unique. Par exemple, pour les praticiens hospitaliers, on doit garder un statut unique qui est une forme d'intéressement, de part variable, tout à fait d'accord, mais on peut pas rentrer dans une privatisation, effectivement, du statut des praticiens hospitaliers dans un hôpital public. Donc oui à l'intéressement, mais dans le cadre d'un service public, mais surtout pas plusieurs statuts. On va pas faire comme à France Télécom où il y a des gens qui ont plusieurs statuts. On va pas avoir des praticiens hospitaliers de service public et à côté de droit privé. Donc là-dessus, moi je demande d'avoir des précisions dans le rapport Larcher. Moi je serais plus attaché à une part variable en fonction de la pénibilité, de l'activité, de la responsabilité, où on donnerait en plus, par rapport à certains services de chirurgie, d'anesthésie, des urgences, une part en plus, parce que c'est vrai qu'il y a des services où l'activité est plus forte, la pénibilité est plus forte. À propos de pénibilité, justement, les internautes pointent évidemment du doigt les salaires accordés aux infirmières qui sont pas évidemment assez substantiels. C'est ça. Et les conditions de travail, il n'y a pas que les salaires, il y a pas même des conditions de travail. Mais alors, un haut fonctionnaire. Ça va me permettre de réagir sur une chose que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'à la tête des hôpitaux publics, il serait bien d'avoir des managers. Et je pense qu'il faut assumer le nom parce que il y a beaucoup de compétences qui vont participer à un hôpital de qualité. Il y a des compétences médicales, des compétences logistiques, il y a des compétences de tout genre. Il y a des compétences de management. À un moment, manager des équipes, c'est une qualité qui s'acquiert d'ailleurs, sur laquelle se demande des formations spécifiques, des connaissances très précises. Alors, est-ce que manager conduit forcément à ce syndrome de l'entreprise? Je dirais manager de service public. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, disons manager de service public, parce que manager d'un hôpital entreprise, vous voyez le risque. Non, mais on n'est pas dans une entreprise, parce que en face de la notion d'autonomie, il y a une deuxième notion qui doit venir immédiatement, c'est la notion de responsabilité. Oui, on donne une autonomie à quelqu'un, très bien, qu'il l'exerce surtout et qu'on lui laisse l'exercer, et c'est là où le statut pose un problème, parce que l'autonomie dans le domaine public ne laisse pas aux managers la possibilité d'exercer la responsabilité, parce que tout d'un coup on les encadre par 1000 règles très compliquées. Bon, mais donnons des vraies responsabilités aux gens et simplement qu'ils assument ces responsabilités. Et c'est là où les problèmes du conseil d'administration est un vrai problème. Il faut que le conseil d'administration soit vraiment représentatif de ce qu'on attend de l'hôpital public. Ça changerait. Et c'est essentiel. Sur la gestion du travail aussi, les 35 heures, tous les internautes ou une bonne partie des internautes les mettent en cause. Est-ce qu'effectivement les 35 heures... Le principe était bon, c'est l'application. Il y a eu un vrai problème. Il y a eu un vrai problème en termes d'emploi. Il n'y a pas eu les emplois en face effectivement des 35 heures. Donc il y a un vrai problème. Le problème c'est l'attractivité de l'hôpital. Il faut rendre les emplois attractifs en termes financiers, en termes de conditions de travail, en termes de qualité de travail, et comme ça, les personnels voudront travailler à l'hôpital public. C'est vrai qu'il y a un vrai problème. 70% de la chirurgie se fait dans le privé. À terme, il n'y aura plus de chirurgiens publics. Ça pose un vrai problème pour la société française. Donc il faut faire revenir, je dirais, les chirurgiens dans l'hôpital public. Comment faire? Faut demander au privé de baisser leur salaire? Non. Déjà, effectivement, mieux rémunérer, la part variable par rapport à la pénibilité, les conditions de travail, la mutualisation, et permettre à l'hôpital de retrouver son attractivité. Car c'est pas bon, effectivement, qu'il y ait un tel déséquilibre entre le public et le privé sur la chirurgie. Non, on comprend bien sûr, il faudrait rehausser, mais comment on fait? Parce que il y a quand même déjà un déficit. Ah ben là, c'est des choix. Justement, le problème du rapport Larcher, c'est avec quels moyens? Ça, il répond pas parce qu'il prépare une réforme. Avec quels moyens on va faire cette réforme? Jean-Loup Durousset. Oui, nous pensons que l'hôpital doit redevenir attractif, mais en tant que structure. Pas forcément le métier d'infirmière par rapport au métier d'infirmière dans le privé. C'est si on prend l'exemple de la Nouvelle-Zélande, c'est vrai que ce serait pas absurde de penser qu'une infirmière, elle puisse aller exactement de la même façon dans le privé ou dans le public. On le souhaite, puisque la formation, comme on le rappelait tout à l'heure, des infirmières est faite par les instituts de formation des infirmières et qu'elles sont destinées à travailler tant dans le privé que dans le public. Et c'est la même chose pour les médecins. Un jeune médecin envisage pas autrement que de pouvoir travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on cloisonne. On lui demande de choisir et de choisir pour toute sa vie. C'est une vraie difficulté. Et une fois qu'il a fait le choix, on lui reproche d'avoir fait le choix de quitter le privé. Et d'ailleurs, dans notre pays, c'est un paradoxe. Les formations de médecins que vous évoquez dans le secteur public, quand un médecin quitte le secteur public à la fin de son parcours de formation, et je dis bien à la fin de son parcours de formation, et non pas qu'en étant salarié du public, l'hôpital public a l'impression qu'il vient de quitter l'hôpital public. Non, il vient de quitter le centre de formation. Il n'a pas quitté l'hôpital public. Il a fini son parcours. Il a fait son choix. Donc c'est vécu comme une douleur de l'hôpital public. L'hôpital, je voudrais juste finir par rapport à la restructuration et les déficits. Il est clair que d'une entreprise, si elle était de statut privé
aujourd'hui avec une mission de service public telle qu'elle est conçue. L'hôpital aujourd'hui se restructurerait et se restructurerait peut-être en étant plus petit que la situation actuelle. J'insiste là-dessus parce que quand on a un déficit d'exploitation, comme c'est le cas aujourd'hui pour les hôpitaux publics, il n'y a pas d'autre solution que de se restructurer pour réadapter ses moyens à sa capacité à traiter les malades. Quand on a une trop grosse structure, et moi je suis très inquiet de l'hôpital 2012 qui est en train de se mettre en place, comme d'hôpital 2007 qui construisent des nouveaux hôpitaux, il ne faut pas non plus qu'on construise des cathédrales hospitalières surdimensionnées. De moins en moins. Les contrats, un mot, parce qu'on va terminer par ça, parce que les Français, je pense, comprennent bien ça. Les contrats de service public qui sont proposés dans le privé, par exemple, pour assumer davantage le rôle des urgences. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est très bien. Moi, j'ai pas d'avis vraiment sur la question, parce que ça, c'est un problème à discuter avec les personnels concernés. Il faut quand même rendre hommage, je pense, aux personnels médicaux qui restent dans le service public aujourd'hui. Dans un service public difficile, avec des salaires moindres. Il faut quand même rappeler les choses et la réalité. C'est quand même ça, l'attractivité aussi du privé. Oui. C'est les salaires supplémentaires. Juste pour en revenir aux urgences, on en a la traduction, c'est que vous allez dans le public, vous tombez dans un hôpital public, aux urgences, vous pouvez attendre 5 heures, 6 heures, et tout le monde trouve ça normal. Oui, on est quand même bien pris en charge. L'attente est longue, mais la qualité est bonne. Parce que c'est un besoin. Non, mais c'est vrai. Parce que le besoin social est assumé, y compris même pour ce qu'on appelait d'une manière péjorative les bobos, mais parce que aussi les gens ne sont pas forcément formés à toutes les nécessités de la santé, à toute la prise en charge de ce que ça nécessite. Ce que je veux dire, c'est, et moi je pense que c'est ce qu'observent les Français. Quand on va pour un rendez-vous à l'hôpital, on a un rendez-vous à telle heure, on ne sait absolument pas à quelle heure on va passer, on peut y passer la journée. Vous avez raison, il y a un problème d'organisation. Maintenant que l'équilibre privé fasse des urgences, très bien. Qu'effectivement, ils aient des missions de service public, très bien. Même droit, même devoir. Nous, on attend que ça, hein. C'est très bien. Mais nous aussi, je pense qu'on a compris aujourd'hui que la taille des établissements de sanitaire privés, leur poids dans le dispositif de santé, nous amenait à assumer une nouvelle responsabilité. Et donc, on est tout à fait prêt à assumer ces responsabilités en accord avec nos collègues du public. Qu'on soit bien clair, l'hospitalisation privée ne souhaite pas la fermeture du secteur public, bien au contraire. On souhaite un secteur public redynamisé, restructuré et plus performant. Non, parce qu'on participera à la formation des médecins. Et vous le savez bien qu'aujourd'hui en France, on a un vrai problème sur la qualité de la formation. Les doyens pourraient le dire mieux que moi. Aujourd'hui, dans le secteur privé, on réalise parfois 85% de la spécialité chirurgicale dans certaines villes, et qu'il est maintenant de notre devoir de former les médecins. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre, on est bien d'accord. Voilà. Il y a un vrai problème de déséquilibre, tout à fait. Par rapport aux urgences, je pense qu'on a un devoir collectif de dire, dans une ville publique et privée, on doit faire en sorte que les délais d'attente diminuent, que les personnes âgées qui sont accueillies dans les établissements... Les prix publics, bien sûr. Mais attendez, je voudrais juste dire un mot sur le prix, parce que c'est quand même un des paradoxes de nos systèmes de santé. Aujourd'hui, le prix public est 60% plus cher que le prix privé, remboursé par la collectivité. Nous, on fait la formation, on prend en charge tout le monde, on prend en charge tout le monde, la précarité et les urgences. Il y a quand même aussi, ce qu'on peut observer, c'est depuis quelques années, on observe quand même la preuve que le marché des soins, entre guillemets, et de la médecine est lucratif, puisque depuis quelques années, on observe qu'il y a des fonds de pension américains qui achètent tour à tour des cliniques. Ça prouve bien qu'il y a un enjeu financier. Il y a un enjeu financier parce que monsieur le sait bien, c'est que le budget consacré à la santé dans notre pays est important et il est colossal. Et donc on a ici un secteur d'activité qui est riche de par les emplois concernés, par les moyens qui sont consacrés, et ça intéresse effectivement les il faut garder les deux secteurs, le public et le privé. Sauf qu'il faut que le privé effectivement fasse des missions de service public et peut-être aussi qu'il regarde sur les dépassements d'honoraires, parce que si vous rentrez effectivement dans cette logique de mission de service public, il faut aussi encadrer vos honoraires. Moi je suis tout ce problème aussi, bah oui. À partir du moment où c'est les mêmes droits, les mêmes devoirs aussi. Mais on est bien d'accord. Très rapidement, parce que ça c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet, les dépassements d'honoraires. Combien de chirurgiens prennent les tarifs strictement conventionnés dans vos établissements? On pourrait pas tenir le débat. Vous savez très bien. Non, mais pour conclure là-dessus. Oui, simplement. Non, mais pour dire que dans les missions de service public, il y a aussi le tarif conventionné. Ça nous pose aucun problème. Simplement, il faut que l'État assume. Il faut savoir quand même que sur le secteur 1, la partie secteur 1 n'a pas évolué au rythme de la croissance et des dépenses de santé. Alors là, c'est un autre problème. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les médecins en secteur 2 sont obligés. Mais en termes d'accès aux soins, il y a un vrai problème. Par exemple, sur la chirurgie, où 3/4 des chirurgiens sont en secteur 2. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas le choix. Je termine avec vous, Xavier Delesquin. Juste, on a bien compris que là-bas, les fonctionnaires et ceux qui travaillent dans le privé sont traités à égalité. Mais est-ce que le service des soins est organisé pareil, public ou privé, ou est-ce que c'est davantage privatisé? Non, on retrouve exactement les deux secteurs.
Avec des logiques qui sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que il y a un système de sécurité sociale. On est traité pareil, on est soigné pareil, il n'y a pas ces différences. Pas du tout. Je pense qu'on trouve exactement ce qu'on voit dans tous les pays développés. On trouve. L'exemple qu'on donnait, est-ce qu'on attend plus aux urgences publiques qu'aux urgences privées ? Bien sûr, parce que il faut bien voir qu'un service public, le mot n'est pas neutre. Le service public va justement assumer un certain nombre de choses qui sont économiquement pas rentables, etc. Et c'est son honneur de le faire. C'est son honneur de le faire. La seule chose, c'est que le service public, son honneur, c'est de le faire le mieux possible. Donc, à partir du moment où la nation décide d'y affecter un certain niveau de moyens, il faut que les personnes et les personnels qui participent eux-mêmes aient un seul objectif, c'est de le faire le mieux possible. Et c'est ça le vrai enjeu. En Nouvelle-Zélande, par exemple, pour finir, en Nouvelle-Zélande par exemple, on a véritablement eu également une réflexion dans le domaine de la santé, et il y a une façon de financer la santé qui est radicalement différente de la nôtre, un système d'assurance privée qui est beaucoup plus poussé, mais avec des systèmes qui permettent de prendre en charge tout un ensemble d'accidents de l'existence, qui lui est extrêmement sophistiqué et beaucoup plus que chez nous, et finalement on voit qu'un système qu'on qualifie nous de libéral, le mot est totalement inapproprié, mais enfin on le qualifie nous de libéral, est un système dans lequel par exemple la prise en charge des populations les plus faibles et celles qui sont les plus qui peuvent rapidement tomber dans des difficultés financières face à des problèmes de santé, eh bien finalement ces gens-là sont beaucoup mieux traités chez eux que chez nous. Très bien, merci beaucoup messieurs. Merci, on va bien sûr suivre l'évolution de ces propositions du rapport Larcher qui seront bientôt commentées par Nicolas Sarkozy en principe. On attend les propositions de Nicolas Sarkozy. Exactement. Là c'était qu'un rapport pour le moment. Ce n'était qu'un rapport, exactement. Merci beaucoup à tous les quatre. On va se précipiter maintenant dans les sciences. Il paraît qu'aux États-Unis, les scientifiques n'ont pas le moral. Les chercheurs américains n'en peuvent plus. À force d'écouter les bondieuseries des créationnistes et de réduire les crédits de recherche, l'administration Bush tire la science vers le bas. Alors les savants américains regardent au microscope les projets des candidats à la Maison-Blanche. C'est la chronique de Dominique Leglu dans Bouge la France. Bonsoir Dominique. Bonsoir. C'est bien parce que vous arrivez du Japon et de façon évidemment évidente, vous allez nous parler des États-Unis. Les scientifiques là-bas sont inquiets. Ils doutent de l'avenir de l'empire américain qui est quand même costaud. Parce qu'il faut quand même rappeler que si on fait dans le classement mondial des 20 plus grandes universités du monde, il y en a 17 américaines. Alors, est-ce que cette angoisse est justifiée? Pourquoi finalement? Il y a plusieurs facteurs. Ils étaient évoqués en intro. C'est vrai que par exemple, vous avez le prix Nobel de biologie David Baltimore lors d'une très grande conférence assez récemment à Boston, les Olympiades de la science comme on les appelle, qui a dit carrément, il y a un anti-intellectualisme basé sur les religions. Chez eux, aux États-Unis, outre-Atlantique, et c'est ce qu'on appelle, vu d'ici, le créationnisme, c'est-à-dire cette vision dogmatique basée sur les textes religieux comme la Bible. Alors, bon, ça les touche maintenant, ça les empêche de faire un certain nombre de recherches. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Enfin, ça, c'est des lobbies qui existaient déjà. Oui, mais qui se développent. Ouais. Ce qui s'est passé pendant l'administration Bush, c'est des choses extrêmement concrètes, comme aussi des baisses financières. Et le même David Baltimore rappelait que de 2004 à 2008, un très grand, c'est pas un lobby là, c'est un très grand lieu de recherche sur la santé, les NIH ont perdu 13%. Alors, moins financé par l'État. Oui, et je cite, parce que là c'est quand même assez fort d'entendre un grand prix Nobel, une personnalité extrêmement connue dire ironiser sur le président et dire il doit se croire immortel ou dans les mains de Dieu pour avoir présidé à ce dépérissement d'un des joyaux de la science américaine qui a fait naître toute l'industrie des biotechnologies. Donc vous voyez, cette inquiétude financière, elle est toujours liée à la question économique. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore un autre facteur, alors, dont on va peut-être sortir avec l'élection de novembre, c'est l'idéologie. Parce que l'administration Bush n'a cessé d'exercer des pressions. Tellement bien qu'il y a 15 000 scientifiques, c'est pas rien, qui ont signé une pétition en disant ça suffit. Et il y a une union, on pourrait dire, des scientifiques en alerte, Union of Concerned Scientists. Américains, réveillez-vous. Oui, est-ce que c'est pas exagéré quand même cette peur? Alors, aux États-Unis, on dirait que c'est un petit peu une habitude. Chaque fois que ça va mal, on retrousse les manches et on dit bon, il faut de la recherche et du développement. Ça a été comme ça depuis des déclarations de Vannevar Bush, même nom mais pas même prénom, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est à chaque fois le ressort pour faire redémarrer
l'enthousiasme, l'énergie, etc. Ça, c'est sûr. Mais quand même, il est clair qu'il faut qu'ils reprennent pied sur un certain nombre de domaines. Par exemple, le travail sur les technologies liées au réchauffement climatique. Parce que, ce que je citais tout à l'heure, à savoir ces rapports qui ont été jusqu'à être modifiés par un certain nombre de responsables de l'administration, cherchaient à minimiser un certain nombre de problèmes. Alors là, vous avez les ingénieurs, les scientifiques qui disent « faut qu'on reprenne la main ». Et parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, et puis c'est pas le moment de baisser le pied, ou plutôt de lever le pied, parce qu'il y a l'Inde et la Chine qui sont en train de mettre sur le marché chaque année des dizaines de milliers de scientifiques et d'ingénieurs. Les pays émergents. Mais alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on est quand même dans une année électorale. Est-ce que ça veut dire que cette angoisse, elle va devenir une question majeure des programmes quand la campagne aura commencé? Ah ben, on l'attend quand même. Ah, mais ça, c'est vrai que ça n'a pas été la chose qui est apparue le plus dans les discours. Oui. Pour l'instant, on n'en est qu'au primaire, on va dire. Oui. Alors bon, j'espère qu'il ne serait pas offusqué, mais on va même pas parler de McCain, mais Clinton et Barack Obama, leurs représentants dans ces domaines, ont clairement dit on va plus toucher à l'idéologie, on vous laissera travailler. Le représentant de Clinton, Tom Khalil, a précisé que si Hillary Clinton était élue, elle remettrait sur pied quelque chose qui a fonctionné de 72 à 95, l'Office of Technology Assessment, qui est un conseil qui éclairait le Congrès sur toutes les questions difficiles, scientifiques et techniques, parce que vous savez que c'est pas toujours très simple. Et alors, Barack Obama, lui, alors, c'est un carton plein, il prévoit 150 milliards sur 10 ans. Mais pour toutes les questions qui sont liées à l'énergie, donc faire des économies, aider les grandes compagnies à faire des voitures hybrides, ces choses-là. Alors évidemment, vous vous doutez que les gens disent 150 milliards, c'est vraiment beaucoup là. 15 milliards par an, vous les trouvez. Alors lui, il dit, bah voilà, écoutez, vous avez bien vu que le budget de la défense n'a cessé d'augmenter depuis que nous sommes en Irak. Or lui, il propose que les Américains sortent d'Irak. Efface-moi la guerre. Voilà. Merci beaucoup Dominique. Merci bien. On va maintenant repartir en France, et précisément à l'Académie française avec Gonzague Saint-Brie. Incroyable, la chanson et le cinéma poussent la porte de l'Académie. Jean-Loup Dabadi a été élu tout à l'heure par les Immortels. Le dialoguiste de César et Rosalie, parolier de Montand, Reggiani et Julien Clerc donne un peu d'air frais à une institution plutôt fermée. L'Académie ferait-elle sa révolution? La réponse de l'écrivain Gonzague Saint-Brie, l'invité de Pierre Sled. Bonsoir Gonzague. Bonsoir. C'est vrai que ça vous a surpris cette élection de Jean-Loup Dabadi? Non, parce que l'Académie française a toujours été un corps pluridisciplinaire. C'est une institution très intéressante parce qu'elle a été créée à l'époque des rois, sous Richelieu, et qu'elle a perduré sous la République. Et donc, que Jean-Loup Dabadi soit élu, c'est un auteur de chansons, bien sûr, on aurait pu, et de et aussi un très bon scénariste. Oui. César et Rosalie. Il faut rappeler que Les choses de la vie, c'est issu d'un roman, et d'un roman magnifique, d'un écrivain. Et donc, bien sûr, on peut penser que parmi les auteurs de chansons, Aragon aurait pu être élu, que aussi Charles Trenet, qui s'est présenté et qui ne l'a pas été. Donc c'est très bien que... Oui. Est-ce que c'est quand même une arrivée qui va donner un air de modernité? Est-ce que c'est pas... ou alors est-ce que c'est un peu people, le people, vous savez tout ce qu'on dit en ce moment, le côté bling-bling qui s'introduit partout? C'est-à-dire que dans ces derniers temps, on s'est posé pas mal de questions sur en fait le manque d'écrivains à l'Académie. Parce que pour moi, l'Académie française, c'est quand même le saint des saints des écrivains. Et donc, il n'y a pas assez d'écrivains aujourd'hui à l'Académie. Il y a des gens qui viennent des sciences humaines. Il y a beaucoup de la politique, il y a d'anciens présidents. Oui, mais ça a toujours existé. Il y a toujours à l'Académie des maréchaux, des évêques, des anciens ministres. Mais il y a beaucoup de gens maintenant du Collège de France. Mais en fait, la vraie verdeur de l'Académie, c'est le talent de l'écriture. Et il faut savoir qu'il y a de très grands écrivains qui ont été à l'Académie, et il y a de très grands écrivains qui n'ont pas été à l'Académie. Au fond, l'Académie ne peut pas donner, si vous voulez, le nombre de voix n'est pas déterminant sur le talent. Prenons quelques exemples. Balzac n'a eu que 3 voix à l'Académie et n'a jamais été élu. Balzac n'a jamais été élu. Victor Hugo a mis 5 fois pour être élu à l'Académie française. Alfred de Vigny, 7 fois.
et Émile Zola 20 fois et il n'a pas été élu. Donc, comment si vous voulez, ça se passe? Vous êtes présenté combien? Trois fois. Et la dernière fois, c'était une élection blanche. Ça veut dire que personne n'a été élu. Personne n'a été élu. Comment ça se passe? Expliquez-nous le mécanisme. Il faut spontanément présenter sa candidature. Voilà, on écrit une lettre au secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et après, on fait un truc absolument merveilleux qui s'appelle les visites. Ça veut dire qu'on rencontre des gens, pas vraiment. On rencontre au fond. Comment ça a commencé? Ça a commencé bien sûr avec Richelieu, mais ça aurait pu commencer plus tôt, sous la Renaissance, parce que c'est comme la brigade. Si vous voulez, l'idée, c'est de réunir des écrivains qui parlent entre eux. Et le moment des visites est intéressant parce que vous vous retrouvez en face de Maurice Druon et vous parlez avec lui de François Ier, vous vous retrouvez en face de Giscard d'Estaing et vous parlez avec lui de la mort du général Deseix à Marengo, vous êtes avec René de Urbadia qui vous dit les secrets du théâtre. Donc au fond, c'est une assemblée de bonne compagnie. Donc cette espèce de rite de la visite, c'est de parler des choses qui vous intéressent avec des gens qui sont... Et ces visites, est-ce qu'elles s'accompagnent on parlait de lobbying tout à l'heure, d'un certain lobbying pour savoir qui va voter pour vous? Non, je crois que c'est très mal vu. D'abord, il faut pas parler de soi, mais il faut parler de la personne qu'on vient voir. Donc, au fond, ça réveille une certaine courtoisie française. Mais quand vous y allez, vous allez voir tous les gens que vous avez cités. Là, quand vous ressortez de ces entretiens, vous ne savez absolument pas s'ils vont voter pour vous. Absolument rien. C'est terrible. C'est ça qui est merveilleux. Alors, l'une des fonctions de l'Académie française, c'est aussi, vous avez parlé d'une académie d'écrivains, qui manquait d'écrivains, c'est aussi de surveiller la langue française. Et pourtant, c'est le paradoxe. Alors, c'est vrai que Jean-Loup Dabadi, peut-être il va amener une certaine vision du rap ou des nouvelles façons de s'exprimer, mais aussi c'est amusant de voir que Jean Dutour fait les grosses têtes sur RTL. Ah, ouais. C'est un décalage. Non, mais ça a toujours été très ouvert. Malesherbes parlait du langage des crocheteurs de Port-au-Foin de Paris. Donc, il y a ces séances du dictionnaire où ils se réunissent le jeudi pour donner l'expression des mots, pour donner définition des mots. Alors, parmi les mots, j'en vois un parce que ça vous concerne, l'immarcessible. Oui, alors figurez-vous que quand j'ai été candidat, tout d'un coup, j'ai lu dans un journal l'immarcessible Gonzague Saint-Brice. Donc, il y a eu une élection blanche, donc je n'ai pas été battu, mais je n'ai pas été élu, mais au moins j'ai servi à ce qu'on s'intéresse à un mot et qu'on aille vers le dictionnaire, qu'on ouvre le dictionnaire, une démarche finalement assez académique pour dire qu'est-ce que ça veut dire immarcessible. Ah oui, alors expliquez-nous, parce que c'est clair qu'on ne sait pas. Alors, dans le dictionnaire, immarcessible, qui ne peut se flétrir, éternel. J'étais content. Oui. Et un exemple, une gloire immarcessible. Donc j'ai décidé qu'à défaut d'être immortel, je serais très satisfait d'être immarcessible. Et d'ailleurs, j'ai décidé aussi d'écrire un dictionnaire des mots rares et immarcessibles. D'accord. Ça veut dire que vous allez vous présenter éternellement jusqu'à temps que vous êtes élu ? Non. Vous n'allez pas vous représenter ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut sentir en soi pour se dire, je vais faire la démarche de me présenter? Je crois pas du tout que ça soit... C'est quelque chose de naturel. Moi, j'avais un ancêtre à l'époque romantique qui était membre de l'Académie française. Et au fond, non, est-ce qu'on a envie d'être parmi ces personnes? C'est le club le plus fermé de France, c'est l'examen le plus difficile, mais c'est aussi être avec des auteurs. Et moi, je crois à la rencontre entre les écrivains. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tous les écrivains sont des ennemis. Je ne suis pas de ceux qui disent les écrivains ne se lisent pas, ils se surveillent. Je suis pour la communion des écrivains. Je pense que dans le génie d'un pays, les écrivains sont essentiels. Je pense à cette phrase de Balzac, « J'appartiens à ce parti d'opposition qui s'appelle la vie ». En tant qu'écrivain et inspecteur et surveillant de la langue française, vous n'êtes pas insensible au fait que effectivement dans l'éducation chez nous produit aujourd'hui des enfants qui savent à peine lire et à peine écrire alors qu'ils sont déjà âgés. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce processus et qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis pour l'inverser? Non seulement j'y ai réfléchi, mais j'organise chaque année dans une forêt une manifestation qui s'appelle la Forêt des Livres, où il y a un stand de lutte contre l'illettrisme. Nous avons 150 auteurs dans le village de Chanceau le dernier dimanche d'août, et nous avons combien de visiteurs?
qui viennent pour une signature d'écrivain sous les arbres centenaires, allée des bouquinistes, café littéraire en plein air. Nous avons 50 000 visiteurs. C'est-à-dire que c'est le Woodstock de la littérature. Et plus que ça, en fait, qu'est-ce qui fait les livres? Ce sont les lecteurs. Et en France, le lecteur est une lectrice. Ce sont les femmes qui lisent. Mais aussi, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les Français ont retrouvé leur génie littéraire. Aujourd'hui, 7 millions de Français écrivent. 15% de Français écrivent leurs journaux intimes. 10% de Français griffonnent pendant leurs loisirs. Et l'apparition de l'Internet, c'est extraordinaire. Par exemple, la correspondance amoureuse, qu'on n'avait plus vue depuis le XVIIIe siècle, est en pleine renaissance. Certes, mais avec à quel prix au niveau grammatical avec les textos? C'est très charmant, les textos. Oui, c'est charmant. Mais est-ce que c'est une bonne chose de faire dériver la langue française par ce biais, à ce point? Il faut conserver un équilibre. C'est romantisme qui doit l'emporter sur la grammaire? Oui. De toute façon. Oui. De toute façon. Est-ce que vous avez changé votre façon d'écrire, justement? Vous en êtes quoi? Une trentaine de livres, ouvrages, romans, etc. Plus de 40. Plus de 40. Est-ce que vous avez changé votre façon d'écrire? Parce que la vie évolue, la façon de s'exprimer évolue. Vous parliez des textos, de la façon d'écrire différemment, d'Internet. Est-ce que vous, en tant qu'écrivain, vous évoluez aussi avec votre époque? Pas du tout. Alors je vais vous dire, il y a deux choses extraordinaires. Premièrement, quand vous voulez écrire pour être compris du plus grand nombre, vous risquez de vous planter. Pas une expression très académique. Regardez Marcel Proust, un type qui écrit sur la surprise partie de Madame de Sainte-Verte. Il passionne aujourd'hui le cadre d'Osaka et le manager d'Atlanta. Comment ça se fait? Donc si vous voulez, je crois que pour être un écrivain, il faut être le plus près de soi-même, raconter les choses qui ne concernent que vous. Et c'est quand vous êtes là que vous êtes en contact avec le monde entier, que vous êtes compris par le monde entier. Tandis que si vous essayez d'atteindre le général, vous êtes dans le flou. Et il y a une chose quand même qui est singulière, qui s'appelle le style. Comment se fait-il qu'au bout de 4 lignes des Mémoires d'outre-tombe, vous avez reconnu Chateaubriand? Donc, si vous voulez, la signature du style est quelque chose. C'est un mystère. On pourrait dire que c'est comme une espèce de mystère génétique, comme l'ADN, que au fond, les yeux fermés, si j'entends un texte, je reconnais Stendhal, je reconnais Tolstoï, je reconnais Chateaubriand, je reconnais Barbet de Reveillé. Si vous aviez voté aujourd'hui, si vous faisiez partie de ces immortels, est-ce que vous auriez choisi Jean-Loup Dabadi et pour quelle raison? Alors j'aurais choisi Jean-Loup Dabadi parce que je le trouve très sympathique, ça compte aussi beaucoup, il a beaucoup de talent, mais je vois qu'en face de lui, il n'y avait pas véritablement un écrivain. S'il y avait eu un écrivain, je pense que j'aurais voté pour l'écrivain. Je continue de penser que l'Académie française est d'abord le sanctuaire des écrivains. Disons pas le mot sanctuaire, disons le vivier des écrivains, la vivacité de l'écrivain. Merci beaucoup, Gonzague. Et on va maintenant parler d'un ouvrage qui est assez surprenant. C'est une psychanalyste qui l'a écrit. Elle s'appelle Marie-Laure Susini. Regardez comment ça s'appelle. Éloge de la corruption, ça fait frémir. Méfiez-vous des vertueux, ces gens-là sont de vrais dangers publics, c'est en tout cas la thèse de la psychanalyste Marie-Laure Susini avec son éloge de la corruption paru chez Fayard. Marie-Laure Susini s'assoit sur le divan de l'incorruptible Pierre Sled. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de commencer avec vous parce que éloge de la corruption, c'est évidemment le contraire de l'éloge de la vertu. Finalement, c'est beaucoup moins faux que faire l'éloge de la vertu. C'est-à-dire que c'est plus audacieux et c'est même très audacieux. Cela dit, c'est pas l'éloge de la malhonnêteté, c'est un travail conséquent qui. En fait, j'entendais Gonzague Saint-Brie qui parlait de la signification des mots et de l'importance des mots.
M'étant passionné pour le mot corruption, j'ai découvert que je tombais au carrefour du politique, du théologique, du juridique, et que j'étais là à un endroit d'où on pouvait sortir la structure du totalitarisme. Oui. C'est-à-dire que j'étais très loin effectivement de faire l'éloge de la vertu, puisque la contrainte au bonheur vertueux est exactement la structure du totalitarisme. C'est très fascinant, la corruption et les incorruptibles aussi le sont. On en a fait même une série. Est-ce que c'est justement pas fascinant parce que on sait très bien que c'est pas forcément éternel, c'est pas forcément toujours vrai non plus. On vient d'avoir des exemples aux États-Unis qui sont incroyables aussi. Oui. Alors les incorruptibles, c'est vrai que au départ, je me suis intéressé aux incorruptibles. Je ne le dis pas dans mon livre là, mais je vous donne un peu de ma biographie. J'ai été un moment psychiatre à l'hôpital et je soignais des malades dangereux. C'est un service pour malades difficiles et dangereux. Et je me suis intéressé à quelques patients qui étaient des incorruptibles passionnés et qui n'inspiraient pas forcément de premier abord la sympathie. Vous décrivez ça comme une pathologie, presque. Oui, c'est une violence terrible. C'est-à-dire que pour apporter par la contrainte le bonheur définitif au monde et la pureté et l'innocence au reste du monde, ils étaient prêts à la purification par le glaive et par le feu, et ils avaient d'ailleurs commis des passages à l'acte extrêmement violents, ce qui fait qu'ils s'étaient enfermés. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser effectivement à une certaine pathologie d'incorruptible totalitaire, celui qui veut vraiment rendre à la société une innocence originaire qu'elle n'a jamais eue. Voilà, c'est comme ça que je suis venu. L'homme par nature est-il corrompu ou corruptible? Eh ben alors ça c'est une excellente question. Évidemment la corruption au départ, et c'est pour ça qu'elle dégoûte à ce point, elle est répulsive, c'est la corruption du corps. C'est une chose, c'est la putréfaction de notre propre corps après notre mort. C'est une chose qui est absolument insoutenable et qu'on ne peut pas envisager. À chaque fois qu'on prononce le mot corruption, on a vraiment ce dégoût sur cette logique de la dégradation du vivant après la mort. Et évidemment, l'homme par nature est corruptible, comme tout être vivant. Tout être vivant est corruptible, c'est-à-dire que tout simplement, il est soumis à la décomposition après la mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la langue occidentale est tout simplement, par une invention de la chrétienté et par une invention, il faut bien dire, du constructeur de la théologie chrétienne, qui est saint Paul, la langue a absolument entériné que l'homme, on dit jamais que l'homme est corruptible, mais que l'homme est corrompu, c'est-à-dire qu'il a été corrompu par le péché originel. Saint Paul, c'est pas d'objet de désir, donc pas de péché. Et c'est surtout que saint Paul, c'est surtout cette espèce d'extravagance d'inventer un mot, un néologisme, qui est le mot incorruption. Il invente le mot incorruption. Après tout le monde s'était résigné à la corruption du vivant après la mort. Il invente le mot. C'est inouï à l'époque, vraiment au 1er siècle de l'ère chrétienne, c'est inouï d'inventer le mot incorruption. D'ailleurs, ça sonne, j'ai gardé le néologisme incorruption, que depuis on a dit incorruptibilité, mais quand il l'écrit en grec, c'est incorruption. Et qu'est-ce que c'est? Il imagine que l'homme a été créé immortel et innocent, et que par la faute d'Adam, par la faute du péché originel, il a été corrompu, et qu'il est mortel et non innocent et coupable, pour ne pas dire foncièrement mauvais, comme on sait que l'homme est naturellement foncièrement mauvais, autant qu'il est universellement mortel. Il imagine que l'homme pourra, ayant été corrompu par le péché originel, il imagine, ou il espère, si on est chrétien, pourra retrouver son immortalité, son innocence d'origine telle qu'il a été créé. Et ça va impliquer après tout, pour saint Paul, c'est une logique du salut singulier. Chacun est responsable de son propre salut et peut espérer la résurrection du corps, c'est-à-dire l'incorruptibilité, en adhérant à une incorruptibilité morale. Parce que c'est ça qui est étonnant chez saint Paul, c'est qu'en fait, l'incorruptibilité du corps promise sera en adéquation avec une incorruptibilité morale. Et l'imaginaire chrétien occidental, le nôtre,
est pris et notre pensée est entièrement pris là-dedans. Alors la chasse à la corruption, est-ce qu'elle est obligatoirement totalitaire? Vous avez pris l'exemple de Robespierre, c'est sûr qu'on pouvait pas se tromper là-dessus. Encore que l'exemple de Robespierre, après tout, c'est un très honorable et très admirable incorruptible. Et d'ailleurs, je signale que en chacun d'entre nous, il y a une part d'incorruptible. En tout cas, je l'espère. Nous souhaitons tous quand même, nous adhérons tous à un certain idéal quand même de perfection et d'innocence, même si nous reconnaissons aussi nos mauvaises pensées, nos mauvais fantasmes. On y retrouve aussi de la perversité, puisque derrière tout incorruptible, il y a toujours quelqu'un qui à un moment donné craque. Je vous citais, j'ai fait une brève allusion au gouverneur américain Eliot Spitzer là, des États-Unis, de l'État de New York, qui a mené des campagnes entières contre la corruption pour finalement être déchu. Il y a quelques semaines, on a vu que lui aussi trafiquait dans les réseaux de prostituées. Oui, oui. Alors, on ne peut pas dire que la lutte contre la corruption soit toujours totalitaire, hein. C'est certainement pas. En fait, par exemple en France, le délit de corruption est un délit extrêmement circonscrit par la loi, et donc quand on juge sur un fait, par exemple le manquement au devoir de probité pour un élu, c'est un fait, c'est une réalité, et on ne traque pas une qualité imaginaire de l'élu qui serait sa probité morale. C'est au moment où on confond, où la justice sort du jugement en droit pour devenir un jugement moral que ça devient totalitaire. C'est au moment où le politique, par exemple, veut un retour à un état originaire meilleur et se met en route une politique de salut qu'on entre dans le totalitarisme. Hein. Quand tout à coup le politique prend en charge comme ça le fait de créer un peuple parfaitement innocent ou parfaitement sain. Le traitement et même la conception de la corruption est-elle la même à travers le monde? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où elle fait partie intégrante du système social. C'est une question que je me suis posée. D'ailleurs, j'en parle pas dans les livres. C'est une question que je me suis posée. Et il m'a semblé qu'en fait, il n'y a de corruption au sens d'un délit, et donc de lutte contre la corruption au sens d'un délit, que dans les démocraties, dans la mesure où la probité est un des principes, la probité des élus et des fonctionnaires est un principe de la démocratie. Et on peut donc parler de corruption quand il y a un manquement à ce devoir de probité, parce que c'est une atteinte à la cohésion de l'État. Mais si on est dans un pays non démocratique, ça n'a aucun sens, absolument aucun sens de parler de corruption. Il faut parler simplement de malhonnêteté. Et d'ailleurs, même en démocratie française, je trouve que le mot corruption, j'en reviens à ça que ça a pris l'importance des mots, porte avec lui trop d'imaginaire religieux, et que le code pénal devrait revenir à des déterminations de délit avec des mots très précis qui sont prévarication, subordination, qui n'entraînent pas cet imaginaire comme ça du jugement moral. On a trouvé un mot qui d'ailleurs américain qui a tenu ça, c'est le lobbying, parce que justement la marge elle est assez faible. Pourquoi vous, psychanalyste, vous êtes intéressé spécialement à la corruption? Qu'est-ce qui vous a fasciné, intéressé? Eh bien, parce que en fait, en tant que psychanalyste, je travaille sur le fantasme, et que un des fantasmes de l'humain, c'est les fantasmes de pureté. Donc, se débarrasser de toute méchance, tout objet du mal, tout objet de jouissance et toute méchanceté, tout mal. Sinon que dans le totalitarisme de l'incorruptibilité, l'objet du mal est localisé chez l'autre, sur une catégorie de population. C'est-à-dire que le fantasme est nié, et le mauvais, c'est l'autre. La méchanceté, c'est l'autre. La jouissance des objets, des horribles objets du désir, c'est chez l'autre. Chez l'étranger, chez la femme, chez l'autre. Voilà. C'est en ça que ça m'a intéressé. Très bien, merci beaucoup. L'éloge de la corruption, Marie-Laure Suzini, c'est aux éditions Fayard. Vous le voyez ici, ce livre. Merci beaucoup, Marie-Laure Suzini. Merci bien. On va maintenant enchaîner avec la une des journaux de demain.
Saveria, Rojek. On commence avec le Parisien qui revient sur la polémique autour de la carte famille nombreuse. Dominique Bussereau, le secrétaire d'État au transport, a annoncé sa suppression ce matin avant de déclarer que les réductions seraient maintenues. Libération revient sur la situation des droits de l'homme en Chine. Depuis l'attribution des JO en 2001, l'autoritarisme demeure. Pékin reste insensible à la pression internationale. La mobilisation lycéenne à la une de Métro. Entre 35 et 80 000 personnes ont manifesté aujourd'hui contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Ils seront reçus demain par le ministre de l'Éducation, Xavier Darcos. Le plan vert de Jean-Louis Borloo à la une des Échos. Le projet de loi issu du Grenelle de l'environnement a été transmis à Nicolas Sarkozy. Un projet ambitieux mais dont le financement s'annonce difficile. La tribune titre sur la réunion du G7 qui commence demain à Washington. À l'ordre du jour, la faiblesse du dollar face à l'euro. Les ministres des Finances veulent adopter un plan ambitieux pour répondre à la crise financière. Et on termine avec Corse Matin. Le quotidien revient sur la visite de Michèle Alliot-Marie en Corse. La ministre de l'Intérieur s'est réjouie du climat d'apaisement et de dialogue qui a, selon elle, caractérisé cette visite. L'île connaît depuis début janvier une période de relative accalmie avec 34 attentats contre 62 l'année dernière. Merci Saveria. Le dernier coup de fil tout de suite. Avec Christiane Chombeau au téléphone, journaliste SNJ au Monde. Bonsoir Christiane. Bonsoir. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de dépêches tomber aujourd'hui à propos du Monde, à propos évidemment du comité d'entreprise qui a lieu demain, dont on se dit c'est le comité d'entreprise de la dernière chance. C'est un petit peu le cas ? Écoutez, nous espérons que lors de ce comité d'entreprise, la direction en effet entendra nos appels, oui. Il y a une grève qui est lancée pour lundi, grève au Monde, ce qui serait une grève historique si elle était maintenue, puisqu'il n'y a jamais eu de grève au Monde. Mais il y en a une autre qui a été lancée ce soir qui concerne l'intersyndicale du pôle des magazines du Monde. Il y a Télérama, Courrier International et La Vie. Pourquoi cette décision soudaine ? Alors ce sont deux grèves qui sont différentes et en même temps qui sont liées. Cette dernière décision, la décision du pôle du magazine, vient du fait que Éric Fotorino, le président du directoire, a refusé de publier un communiqué que l'Assemblée générale des salariés du groupe ont rédigé cet après-midi. Compte tenu donc de ce blocage, les rédacteurs, enfin le personnel ont décidé de se mettre immédiatement en grève et ils espèrent bien évidemment que M. Fotorino reviendra sur sa décision rapidement parce qu'il ne souhaite pas que Télérama ne paraisse pas la semaine prochaine. Bien sûr. Mais cela dit, ils resteront bien évidemment sur leur position si M. Fotorino ne change pas. Alors il y a un plan social qui est prévu pour l'instant avec 130 suppressions d'emplois. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, vous et au syndicat national des journalistes? Est-ce que vous avez d'autres idées à présenter? Écoutez, pour le moment, nous, ce que nous estimons, c'est que il y a une enveloppe globale d'économie que la direction souhaite réaliser. Nous pensons que ces économies peuvent passer par d'autres solutions que ces licenciements autoritaires, c'est-à-dire en passant qui changent complètement. Pardon ? Lesquelles solutions ? Eh bien, écoutez, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs pistes de mesures d'économie. Par exemple, il y a également, ne serait-ce que peut-être ce siège que nous avons, qui est dispendieux, qui est certes merveilleux pour travailler, mais qui ne correspond plus au train de vie que le monde peut avoir aujourd'hui. Il y a certainement de très nombreuses économies, mais là, on ne peut pas rentrer aujourd'hui dans les détails. Ça sera l'objet des discussions, mais il y a de très nombreuses économies qui peuvent certainement être faites. Très bien. Merci beaucoup, Christiane Chombeau, et bon courage, bonne chance. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir. Ben voilà, c'est terminé. Or, Sérène Rousseau est notre réalisatrice ce soir. Laurent Guez était fidèle au poste comme d'habitude. Notre rédacteur en chef, Oriane Mancini et Élise Buridard ont préparé cette émission. Et ben voilà, on va se terminer. On va terminer la semaine là-dessus. Au revoir, Saveria. Tout de suite, c'est un portrait de sénateur, François Trucy. On se quitte et on se retrouve lundi prochain. Au revoir.
souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Son littoral, son soleil et sa douceur de vivre, c'est ici que nous avons rendez-vous avec le sénateur UMP François Trucy, dans un endroit un peu spécial. Monsieur le directeur, très heureux de faire votre connaissance. François Trucy, c'est un peu le monsieur jeu du Sénat. En 2002, il rédige un premier rapport sur les jeux de hasard et d'argent. Il en prépare un deuxième pour la rentrée 2006. En quelques années, la France, par sa réglementation, par son côté un peu tatillon, un peu très contraignant, a assaini le milieu des courses de chevaux, a assaini le milieu des casinos qui n'avait pas été exemplaire pendant quelques années. Donc de ce côté-là, la France pourrait s'enorgueillir d'avoir une position qui n'est pas celle de tous les pays, même européens. Un marché contrôlé qui rapporte gros, 195 casinos, 270 hippodromes, des dizaines de jeux de tirage et de grattage. La France est un des tout premiers marchés du jeu en Europe. Cette année, le jeu rapportera au minimum 3 milliards d'euros à l'État. Pas étonnant que François Trucy, commissaire aux finances du Sénat, s'y intéresse de près, mais attention, avec prudence. Mais moi, j'ai eu la chance de perdre d'entrée. C'est-à-dire que la seule fois où j'ai joué et j'y ai perdu, j'étais jeune étudiant, j'arrivais dans une faculté de médecine, et dans la nuit, à la boule, j'ai perdu la totalité de l'argent qu'il me fallait pour m'acheter mes bouquins de médecine. Ça m'a servi de vaccin, ou de préservatif. Mais visiter les casinos ne suffit pas pour rendre compte de la situation des jeux. À la Commission des finances, François Trucy multiplie les auditions d'acteurs de cette industrie méconnue. À son agenda aujourd'hui, l'audition d'Éric Bouana, fondateur d'Addictel, une structure d'aide aux joueurs dépendants. Notre métier, c'est d'emmener le joueur pour le limiter, puisque il faut savoir que la première demande d'un joueur lorsqu'il téléphone à Addictel, c'est « s'il vous plaît, aidez-moi à me limiter ». Donc c'est certainement pas ni chez un psychologue, ni dans un dispensaire qu'on peut l'aider à se limiter dans le jeu. Près de 40 000 Français seraient dépendants au jeu. À l'heure actuelle, aucune structure publique ne leur permet de rompre avec un divertissement devenu destructeur. Souvent, ce sont des gens qui sont malades, qui ont le cancer, ou qui ont perdu une personne proche, ou qui ont dans leur vie des drames qui sont arrivés. Et à un moment donné, ils se réfugient dans le jeu. Ce qui veut dire que le jeu ne fait qu'accentuer les problèmes qu'ils ont. S'il n'y avait pas de sénateur Trucy, je pense qu'il n'y aurait pas de document. Je parle d'un document vraiment français, d'études, avec vraiment, on va dire, une vision globale de ce qui se passe dans le jeu en France. C'est beaucoup plus. Le rapport Trucy donne une vision globale du jeu en France, mais surtout, il veut faire entrer le Parlement dans ce monde fermé, un monde où, pour le moment, seul l'État fixe les règles. L'État ne veut pas perdre la main, donc il n'informe pas. Il n'informe pas le Parlement. Ne parlons pas de lui demander son avis. Donc mon rôle de rapporteur, c'est de dire un certain nombre de choses. Peut-être qu'elles ne devraient pas être du domaine législatif, c'est peut-être très compliqué, mais au moins qu'un maximum de gens soient sensibles aux affaires justement de caractère social. François Trucy, ami de Bernard Sauger. Voilà, et Pascal Ten a été mon assistant pendant plus de 20 ans. Et alors, avec le recul du temps? Eh bien, c'est avec beaucoup de regrets que nous nous sommes quittés. Sénateur du Var depuis 1986, François Trucy est un peu chez lui au Palais du Luxembourg. Ce médecin biologiste de formation entre en politique en 1971. Il devient alors conseiller municipal de Toulon avant d'y être élu maire en 1985. 10 ans plus tard, c'est le coup de tonnerre. Il perd la mairie contre le Front National et se retire de la vie municipale. Retour dans le Var, plus précisément à Toulon, au cœur de l'Arsenal. La base marine la plus importante de France occupe 1/5 de la commune varoise. Rapporteur du budget de la défense pour le Sénat, François Trucy a été médecin pendant son service national. Il reste très attaché à l'armée. Bonjour commandant. Messieurs, bonjour.
Bonjour. C'est vous qui êtes de garde aujourd'hui? Oui, bienvenue à bord. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire des missions générales du Jean de Vienne? C'est des missions plutôt lutte anti-sous-marine. D'accord. Donc, et beaucoup d'entraînement aussi avec les sous-marins qui sont basés à Toulon également. Vous avez souvent escorté le Charles de Gaulle à ce titre-là? Non, pas récemment, mais c'est un bâtiment qui est fait pour ça aussi. Fait pour ça. Ouais. Combien d'hommes? 250 à bord. Ah oui. Le 27 novembre 1942, la flotte française se saborde dans le port de Toulon. Un événement qui a marqué le jeune François Trucy. Et quand les Allemands, non seulement ont franchi la ligne de démarcation entre la zone libre et la zone occupée, mais finalement piétinent encore 24 heures à l'entrée de Toulon, puis passent en force, eh bien, sans difficulté, la flotte se saborde et ne s'échappe par la grande passe de Saint-Mandriguier, ne s'échappe que 2 à 3 sous-marins. On a vu les marins partir prisonniers, encadrés. L'école navale est partie je ne sais pas où. Et la ville a commencé à s'enfoncer. Puis après ça, elle a été écrasée par les bombardements qui ont précédé le débarquement en Provence. Et tout ça, il faut reconstruire. Alors quelquefois, des années après, on dit « Ah, ben cette ville est en retard sur tel point. » Je dis « Oui, mais merde, elle en a pris plein la gueule pendant 2 à 3 ans. Regardez ce qu'il a fallu faire à Cherbourg ou à Brest pour reconstruire les villes. Et on a eu le même sort ici. » Il y a eu un grand incendie. Le Var est le premier département militaire de France. La marine nationale, à elle seule, y emploie 25 000 personnes et injecte 1 milliard d'euros dans l'économie locale. Mais cela ne suffit pas. La marine, c'est notre enfant chéri, c'est sûr, mais elle occupe, pour ne parler que de Toulon, la quasi-totalité du rivage. Et donc sa présence, qui avait été décidée par l'État, Henri IV, eh bien, a profondément modifié l'économie de la région, et de Toulon en particulier, en empêchant le développement d'une activité civile autre qu'un petit port de commerce et un petit port de croisière. En définitive, on est un peu en monoculture militaire, et à partir du moment où il y a eu réduction justement du nombre des emplois de l'arsenal, ça a posé d'énormes problèmes, comme la sidérurgie et dans d'autres parties de la France. Aujourd'hui, le Var connaît l'un des taux de chômage les plus importants de France. Il avoisine les 12%. Un quart des emplois industriels dépend encore de la marine, mais l'économie du département s'est tournée massivement vers le tourisme. De Bandol à Saint-Tropez, chaque année, ce sont presque 10 millions de touristes qui se bousculent sur le littoral. Petite visite guidée sur le mont Faron qui surplombe Toulon. Donc là, on a une vue d'ensemble qui est correcte. Effectivement, la vieille ville, on la voit très bien. Elle a encore son pourtour ancien. Une visite qui permet à l'ancien maire de Toulon de prendre un peu de hauteur par rapport aux coups durs de la vie politique. La politique vous réserve des coups étranges. Et j'ai donc, dans les années 90, eu à subir une rumeur de pédophilie. C'est au goût du jour, si j'ose dire maintenant. À l'époque, c'était vraiment une première. Et c'était abominable, parce que dans ces cas-là, on n'a pas tellement d'éléments de défense, on ne trouve pas la source de la rumeur, et on en subit de plein fouet toutes les conséquences, y compris politiques. On fait le tri à ce moment-là des faux et des vrais amis. Bienvenue à Grimaud. Même dans ce petit village provençal, on peut prendre la mesure des problèmes de logement que connaît le Var. Ici, la population passe de 4 000 habitants en hiver à plus de 50 000 en été. En fait, qu'est-ce que tu as comme problème majeur en matière de logement dans la commune? Tu n'es pas soumis aux astreintes de logements sociaux en quota, mais tu les as quand même, tu as quand même la nécessité. Comme toutes les communes du Golfe de Saint-Tropez, nous avons un déficit de logements locatifs très très important. Et toutes les communes sont touchées. Dans le Var, il n'y a que 9% de logements sociaux. C'est 2 fois moins que la moyenne nationale. Difficile en effet d'imposer ce type d'habitat dans un département soumis à une très forte pression immobilière. À Grimaud, le mètre carré coûte 8 000 €. Et en définitive, ça note bien la difficulté qu'il y a pour les communes de ménager du logement pour les catégories les moins favorisées. Je veux dire, comment arriver à faire du logement social dans de telles conditions, c'est une vraie performance. Le département ne peut rien faire de particulier et le poids est totalement sur les maires.
Conclusion, pour vraiment être aux manettes, mieux vaut devenir maire. D'ailleurs, quand on demande à François Trucy le poste qu'il a préféré occuper, la réponse est sans appel. Le maire à la fois le plus difficile, mais c'est le plus important. C'est celui où le politique peut réaliser vraiment des choses. Quand il est député, quand il est sénateur, il travaille beaucoup, mais quelquefois il s'interroge sur le rendement de son travail. En tant que maire, qu'on se trompe ou qu'on fasse bien, on le voit tout de suite.